Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Ouf de soulagement pour les importateurs et exportateurs. Les douaniers ont mis fin ce mardi à leur mouvement de grève. Les noms des personnalités qui constituent le haut état-major des forces armées d'Haïti sont désormais connus. Ils ont été nommés par le président Jovenel Moïse. Des centaines d'Haïtiens vivant à Pedernales fuient actuellement cette ville frontalière par crainte de représailles après l'assassinat d'un couple dominicain par 2 Haïtiens. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le pays tout entier a accueilli avec soulagement la nouvelle de la fin de la grève des douaniers. On en a largement parlé, cela a été commenté dans toutes les radios. Nous avons avec nous ce soir, pour mettre un point final à cette question, nous avons avec nous le ministre de l'Économie et des Finances, M. Jude Alix Patrick Salomon. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Klein. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Radio-Télé-Métropole. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Monsieur le ministre, on connaît tous les détails, 150 millions de gourdes perdues, un manque à gagner chaque jour, et une situation qui devenait vraiment dramatique pour les entreprises, fermeture de certaines entreprises, d'autres qui menaçaient de le faire. Vous avez aussi mis en avant la perte de confiance dans le pays. J'aimerais revenir sur un point, si vous le permettez. Vous avez, dans votre entretien avec Luc Nergaro, parlé d'une grève qui était le fait d'un caprice d'enfant gâté. Vous avez parlé aussi d'une grève sans objet, illégitime. Vous avez exigé une reprise sans condition du travail. Dans le même temps, les grévistes, eux, par la voix de leur représentant, Gérald Ramplet, parlait de promesses non tenues par le gouvernement. Alors finalement, de quoi retourne-t-il exactement? Monsieur Klein, merci à travers vous, de nous permettre d'apporter quelques précisions et quelques explications aux auditrices et auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs. En fait, M. Ramplet parle de promesses non tenues. Est-ce qu'il vous a montré la preuve de ces promesses? Moi, je peux vous montrer les documents qu'on a signés et jusqu'ici, les promesses sont tenues. Et si vous suivez bien les différentes interventions de nos amis douaniers, vous allez noter qu'ils disent qu'ils ont fait grève ou qu'ils font grève parce qu'ils ne sont pas certains d'obtenir un ajustement de salaire en octobre 2018, donc ils commencent à faire grève aujourd'hui. Et dans le cadre des engagements qu'on a pris avec eux, et ces engagements sont inclus dans 2 mémorandums qu'on a signés avec
2 associations de douaniers. Oui. Et jusqu'ici, on est à jour avec les engagements qui ont été pris et on estime qu'on continuera de respecter les engagements qui ont été pris et sur lesquels on a apposé notre signature. Très bien, Monsieur le ministre. Une autre question que beaucoup de gens nous ont posée, ce n'est pas très clair. Quels sont les outils que le gouvernement a face à une situation comme celle-là? Quels sont les moyens de pression que vous avez, d'un point de vue légal, bien entendu, pour faire arrêter un mouvement de grève comme celui-là? Bon, la première des choses, c'est de convaincre. Parce que en général, quand une situation de crise se présente, c'est parce que quelque part, il y a un malentendu souvent. Donc, c'est de se faire comprendre. Et au départ, vous avez bien vu que j'ai évité de communiquer sur le dossier jusqu'à jeudi. Et j'ai commencé à communiquer parce que j'avais estimé que la direction générale de la douane n'était pas assez, je dirais, présente et respectée sur le dossier. Donc, j'ai commencé à intervenir à travers la presse pour pouvoir expliquer l'incongruité de la position qui avait été exprimée par nos amis douaniers. Et je rappelle que dans l'engagement qu'on a signé, c'est un, je dirais, statut particulier des douaniers qui doit être finalisé. Ce statut particulier, je rappelle qu'il a été transmis aux autorités compétentes pour analyse approfondie. Et deuxièmement, on avait prévu un ajustement salarial le 1er octobre 2017. Il faut bien comprendre que le salaire des douaniers était très faible. Ils ont été ajustés jusqu'à concurrence en moyenne de 40%. Donc, ce qui a permis de respecter les 2 étapes d'engagement qui sont déjà échues. La 3e étape, c'est de la mise en place des statuts particuliers à compter du 1er octobre 2018. Et la 4e, c'est un ajustement de salaire qui tient compte de cette mise en place des statuts particuliers. On n'en est pas encore là. Donc, qu'on me dise qu'on fasse grève, je veux bien le croire, pour défendre des intérêts, là encore, je veux bien le croire, mais il faut que ceci s'appuie sur des éléments objectifs. Les éléments d'objectivité manquaient à cet appel à la grève. Et ils sont retournés au travail en fonction de quoi? Si on regarde leur feuille de route du début de la grève. Il faut bien rappeler que le dernier appel à la prolongation date de lundi, et puis lundi après-midi, on change son fusil d'épaule. Et ce deuxième appel à la prolongation de la grève était signé d'un seul porte-parole de l'association des douaniers. Et moi, je dis bien que c'est une association autoproclamée dans la mesure où il n'y a jamais eu d'élection dans cette association qui légitimise celles et ceux qui s'estiment en droit de mener les destinées d'une profession aussi noble que cette profession des douaniers. Donc j'estime que cette structure, l'association, l'ADH, Association des douaniers haïtiens, a été prise en otage par certains qui ne connaissent même pas le fonctionnement d'organisation et qui, de plus, adoptent ou bien prennent des prétextes, je dirais, enfantins, pour amener dans l'erreur tout un ensemble de, je dirais, et de professionnels qui sont en fait des professionnels importants pour la vie de la nation, dans la mesure où les douaniers, ils ont non seulement une fonction fiscale et de rentrée de taxes, mais ils ont aussi une fonction de sécurité nationale et ils interviennent même dans la protection de la santé publique, et notamment dans le contrôle des médicaments pour voir s'ils ont
respecte bien les normes et procédures, il vérifie pour que des produits illicites comme des armes ou la drogue ne rentrent pas sur le territoire, et ils ont cette fonction de collecte d'impôts et taxes qui est essentielle pour le fonctionnement d'un pays. Sans parler des produits périssables. Exactement. Donc, et dans ce cas-là, c'est la protection de la santé. Donc, c'est pour dire qu'on comprend très bien que c'est une fonction essentielle, mais toutes les fonctions, toutes les missions de l'État ont une importance essentielle. On ne va pas me dire qu'un douanier est plus important qu'un professeur. S'il n'y a pas de bons professeurs, il n'y aura jamais de bons douaniers dans un pays. On ne va pas me dire qu'un médecin est moins important qu'un douanier ou l'inverse. Parce que si on n'a pas de bons médecins, même si on est un bon douanier, on risque de ne pas être en santé pour assumer ses responsabilités. Et j'en passe. Donc c'est pour dire que l'ensemble des missions de l'État sont essentielles à la bonne cohésion, à la bonne cohérence de la marche de l'État. Et je vous rappelle qu'avec ce mouvement de grève, je dis puéril, les douaniers savent que même s'ils ne vont pas travailler, ils vont percevoir leur salaire à la fin du mois. Entre-temps, il y a du personnel, notamment de la sous-traitance, qui ont été mis en chômage technique parce qu'ils n'ont pas de matière première pour pouvoir travailler. Il y a des entreprises qui sont en difficulté parce qu'ils devaient expédier des produits finis vers leurs clients et ces produits finis ont été bloqués à la douane. On devait recevoir des vaccins et pour, je ne me rappelle plus très bien, et parce que je ne suis pas spécialiste de la médecine, mais on a retardé cette réception de vaccins parce qu'il y avait ce remous à la douane. Donc c'est pour dire que quand une institution comme la douane estime que c'est nécessaire de communiquer, il faut qu'elle comprenne que sa responsabilité ne s'arrête pas à elle-même. Elle a une responsabilité vis-à-vis de la nation. Et c'est une institution de souveraineté nationale. Et donc, tout ceci doit être vu dans le cadre des statuts particuliers. Monsieur le ministre, je vous ai entendu vous plaindre du fait que les douaniers pratiquement refusaient de communiquer avec vous et c'est un peu la raison pour laquelle tous ces malentendus ont réussi à se mettre en place. Est-ce que vous pensez qu'à partir d'aujourd'hui, avec cette reprise du travail, est-ce que vous pensez que la communication va être de meilleure qualité entre les autorités gouvernementales, vous-même en particulier, et l'ensemble des douaniers? Bon, en premier lieu, le fait même qu'il l'ait dit comme ça démontre de leur côté une méconnaissance de la position de l'administration générale des douanes dans la structure administrative générale de l'État. La douane est une structure déconcentrée du ministère de l'économie et des finances. Donc, en refusant cette autorité hiérarchique, ils se mettent, normalement, ils se mettent hors la loi. Car vous êtes l'autorité de tutelle, en fait. Mais c'est normal. Donc, ils dépendent hiérarchiquement. C'est une structure déconcentrée du ministère de l'économie et des finances. Donc, c'est un premier écart. Le deuxième volet, et ceci, il faut bien comprendre, même s'ils rencontrent n'importe quoi, l'implémentation des décisions devront passer par le ministère de l'économie et des finances. Parce que s'il y a un avis quelconque à signer, c'est le ministre qui devra le signer. Donc, c'est pour dire que nous, en dépit de ces écarts, on a toujours laissé et on laisse la porte ouverte au dialogue pour que ceux qui étaient dans une déshérence totale, qu'ils reviennent dans le droit chemin et qu'ils comprennent la nécessité de respecter les principes, les règles et les normes qui régissent l'administration publique. Donc, on les appelle à revenir dans le cadre de la raison, à réintégrer, je dirais, un fonctionnement cohérent, professionnel, qui puisse permettre à l'ensemble de l'État, de la nation, à l'ensemble du corps et des acteurs économiques de reprendre confiance
dans leur capacité d'assumer leur fonction dans toute sa plénitude et dans le respect du client. Et je le redis, le fait qu'une structure comme les différentes entreprises en difficulté présente cette difficulté jusqu'à devoir mettre en chômage technique leur personnel, c'est que les douaniers méconnaissent qui sont leurs vrais patrons. Nous, on administre l'argent de l'État, mais le vrai patron de ceux qui travaillent dans l'État, c'est les clients. Parce que c'est eux qui, à travers leurs taxes, leurs impôts, permettent à l'État de fonctionner, d'assumer leur mission. Donc quand le douanier se comporte comme un enfant gâté, qui se croit que tout est permis parce qu'il est douanier, et en ce sens, il peut, comment est-ce que j'aurais pu dire, mettre l'État à genoux, moi je trouve que c'est méconnaître leur rôle, leur fonction, et surtout de sous-estimer et d'ignorer totalement ceux qui payent l'État et qui permettent à l'État d'assumer ses rôles, ses fonctions et ses responsabilités. Donc moi je demande à l'ensemble du personnel qui est embauché et qui travaille au sein de la fonction publique, qu'ils soient des fonctionnaires ou qu'ils soient des contractuels, qu'ils aient un comportement décent, responsable et respectueux envers le client. Et que quand ils agissent, quand ils doivent écouter les doléances d'un client, qu'ils le fassent dans un respect le plus total. Parce que ceux qui nous permettent de fonctionner, c'est ceux qui payent leurs taxes et leurs impôts. Donc dans ce contexte, j'appelle très humblement les amis douaniers à revoir leur comportement et à se montrer un peu plus responsables et plus professionnels dans l'assumation de leur mission et responsabilité. Eh bien, Monsieur le ministre, puissiez-vous être entendu et comme je le disais, j'espère qu'à partir de maintenant, la communication va être limpide et claire entre vous. Vous avez fixé le calendrier, il est connu, 1er octobre. Pour le statut spécial, ça viendra après avec les ajustements. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cette interview et bonne fin de soirée. Merci, Monsieur Clan, et c'est toujours avec plaisir et c'est même un devoir d'informer la population en général et je dois vous remercier de me permettre par le biais de la radio-télévision Radio-Télé-Métropole d'intervenir et d'informer les auditrices et auditeurs je dirais, de leur mettre au courant des dernières évolutions en ce qui concerne les difficultés qu'on enregistrait jusqu'ici à la douane et de parler aux amis douaniers et pour dire que j'apprécie très bien qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et qu'ils reprennent leur logique, leur bon sens pour qu'ils réintègrent le chemin du respect des normes, droits et principes qui régissent l'administration publique. Mais c'était l'objet de cette interview, Monsieur le ministre. Merci encore et au revoir. Merci à tous et je remercie aussi ceux qui sont là et qui prennent les images, donc les professionnels de Radio-Télé-Métropole qui prennent les images, donc merci à tous. Merci pour eux. Voilà, c'était Monsieur Jude Alix Patrick Salomon, ministre de l'économie, qui s'exprimait sur les dernières péripéties de la grève des douaniers. Les autorités haïtiennes anticipent un durcissement de la politique migratoire chilienne à l'égard des migrants haïtiens. Le nouveau président chilien, le milliardaire Sebastián Piñera, devrait avoir un entretien ce mardi 13 mars avec le chancelier haïtien Antonio Rodrigue. Il s'agit pour le gouvernement haïtien de négocier un accord avec le gouvernement chilien avant la publication d'une nouvelle loi migratoire. Le protocole d'accord préparé par les fonctionnaires haïtiens concerne la migration des Haïtiens.
Les signes précurseurs de la nouvelle législation sont déjà visibles, notamment par les appels de citoyens chiliens à freiner l'afflux de migrants haïtiens. De plus, le ministre chilien de la Défense avait fait état des mesures pour contrôler l'immigration des Haïtiens. Le chancelier haïtien avait eu la charge de la gestion de 169 migrants haïtiens détenus par la police chilienne pendant 4 jours. Il s'agissait du plus grand nombre de déportés par les autorités chiliennes depuis le début de l'afflux massif de migrants haïtiens en 2015. Le gouvernement haïtien avait exhorté les responsables des compagnies aériennes à renforcer l'analyse des documents des voyageurs pour éviter les déportations. Selon des statistiques de la police d'investigation chilienne, plus de 104 000 migrants haïtiens sont entrés au Chili en 2017. Une situation de tension règne à la frontière haïtiano-dominicaine au niveau de Pedernales en Sapitre suite au meurtre à coups de machette d'un couple de Dominicains par 2 Haïtiens. Toutes les activités transfrontalières sont interrompues et les agressions se sont multipliées ces dernières heures. Des mesures ont été prises côté haïtien pour maintenir l'ordre. Les citoyens haïtiens résidant à Pedernales avaient jusqu'à 10 heures ce matin pour quitter la ville au terme d'un ultimatum adressé par les habitants de cette ville après le meurtre. De leur côté, les autorités dominicaines ont acheminé des renforts sur place pour éviter tout dérapage. Le ministère de la Défense rend public les noms des membres du haut état-major des Forces armées d'Haïti nommés par le président Jovenel Moïse. Le général de brigade Sadraque Saint-Hilaire est nommé chef d'état-major général. Le colonel Jonas Jean, inspecteur général. Le colonel Jean-Robert Gabriel, assistant chef d'état-major. Le colonel Derby Guerrier, assistant chef d'état-major G2-G4. Le colonel Joseph-Jacques Thomas, secrétaire de l'état-major général, et enfin le colonel Fontane Beaubien, membre de l'état-major personnel du commandant en chef. Information communiquée par le ministère de la Défense dans un communiqué de presse en date du 13 mars 2018. Libeller toutes les transactions commerciales en gourde, le sujet était au centre d'une rencontre ce mardi entre le ministre du Commerce et de l'Industrie et la commission permanente du commerce à la Chambre des députés. Au terme de cette réunion, Pierre-Marie Dumény a annoncé une fois de plus la sortie prochaine des circulaires d'application et le déploiement des brigadiers à travers les entreprises pour vérifier le respect de cette mesure. Les parlementaires, membres de la commission, qui appellent le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires, déplorent que des entreprises fixent déjà leurs prix en gourde, mais en fonction de leur propre taux. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Dieu-Lassin. Voilà la question à laquelle les députés voulaient avoir une réponse. Avant même d'aborder le dossier à fond, le président de la commission commerce à la Chambre basse a tenu à exprimer ses préoccupations face à la fixation incontrôlée du taux de change. Si les parlementaires s'inquiètent, le ministre du Commerce et de l'Industrie tente de rassurer. Des brigadiers seront bientôt déployés dans les entreprises. Les circulaires d'application sont en cours d'élaboration. Sévir contre les contrevenants à cette mesure, le gouvernement n'entend pas faire de quartier, souligne le titulaire du MCE. En attendant, les députés recommandent au gouvernement de former une task force pour s'assurer du suivi de cette mesure. Franck Lauture explique.
Libeller toutes les transactions commerciales en gourde sur l'ensemble du territoire national, certains citoyens applaudissent, d'autres s'interrogent quant à l'application de cette disposition. Un dossier que les parlementaires suivent de très près et ils n'écartent pas la possibilité de convoquer de nouvelles rencontres à ce sujet. Le Conseil national des télécommunications, Conatel, travaille actuellement à rendre effectif le passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Le directeur général du Conatel, Jean-David Rodney, a fait remarquer que toutes les dispositions sont déjà prises en vue de faciliter le déploiement de la télévision numérique en Haïti. Il annonce la tenue prochaine d'une réunion avec les patrons de presse, de médias autour de ce dossier. Ce n'est pas une option. On va devoir migrer vers le numérique. On aura un atelier sur la radiodiffusion et qui aura un double objectif. Et le premier objectif consistera à obtenir de l'ensemble des partenaires du secteur de la radiodiffusion la signature du contrat de concession qui fera de chacune de ces stations une entité légale à l'égard du régulateur. Toutes les stations que nous avons peuvent être régulièrement installées, en ce sens que ces stations sont dépositaires d'une autorisation du ministère de l'Intérieur et sont bénéficiaires d'une assignation du Conatel. Mais la loi fait exigence d'avoir un contrat de concession entre l'État et ces stations pour les élever à la dignité légale qui devrait être la leur. Donc, et nous avons travaillé avec des associations de médias à notre arrivée ici et on a abouti à un mémorandum d'entente où nous devions proposer un document de contrat de concession, ce que nous avons fait au début de l'année. Mais ils nous ont demandé 90 jours. La loi précise la durée, les modalités d'opération dans le secteur. Tous ensemble, il ne s'agira pas seulement du Conatel, il s'agira de l'ensemble des pouvoirs publics, le ministère de l'Intérieur pour ce qui le concerne, le ministère du Commerce, le ministère de la Communication, le ministère de la Culture, les droits d'auteur. Et dans le contexte de cette rencontre-là, les préoccupations des médias seront mis sur le tapis. Dans le contexte de ce contrat de concession, nous nous entendrons tous. Ce n'est pas le régulateur qui impose. D'ailleurs, nous parlons de régulation collaborative. Plusieurs dizaines d'hommes se sont fait vasectomiser gratuitement ce mardi dans le cadre d'une campagne lancée par l'organisation haïtienne dénommée Profamil. Selon le docteur exécutif de l'institution, ces hommes ont fait le choix de ne plus avoir d'enfants dans un contexte où la situation socio-économique du pays est de plus en plus difficile. Pour le docteur Gianni De Castro, c'est un acte d'amour qui n'a pas de prix. Mais qu'est-ce que la vasectomie a-t-elle des conséquences sur la vie de l'homme? Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et de Guitry Choisy. Ce n'est pas la journée mondiale de la vasectomie ce 13 mars, mais c'est juste une campagne lancée par le Profamil en faveur de cette méthode de planification familiale. Objectif, sensibiliser les hommes sur ce que c'est en réalité et les porter à bien réfléchir avant de prendre la décision de se faire vasectomiser. Médicalement parlant, c'est quoi la vasectomie? C'est une méthode de planification familiale qui c'est une opération chirurgicale que les garçons ont fait dans la partie génitale qui permet de ne pas faire petit encore. Il faut que nous connaissions que c'est une méthode qui est définitive, c'est-à-dire qu'une fois un garçon fait il n'est pas qu'à défaite. Sans bistouri ni couteau, la vasectomie est une simple opération chirurgicale effectuée via une procédure normale. Le patient est d'abord mis sous anesthésie et à l'aide d'une pince en forme de nu, le spécialiste peut commencer son intervention. Le médecin finit identifier pont qui c'est les canaux différents qui connectent les testicules avec vésicule séminale qui c'est l'autre organe en dedans appareil reproducteur garçon qui produit liquide spermatique là, il couper une fois le identifié avec une pince sous peau, il clampsel et il ouvre peau parce que peau qui est le niveau scrotum là, soit peau qui est très fragile donc avant il y a un liphone ou ka ouvrir, il fond peau, il aura les petits canal là, il coupe, il font petit brûler, il ça cautériser et puis ensuite il laguer sans point de suture, partout pas assez gros pour un point. 5 à 15 minutes suffisent pour réaliser cette intervention chirurgicale. Et comme toute opération de ce genre, le patient doit prendre des précautions et faire attention. La vasectomie a-t-elle des impacts négatifs sur la vie ou encore sur la santé sexuelle de l'homme?
Zéro risque, persiste et signe le docteur Gianni De Castro qui se veut rassurant. Normalement, on monte en relation sexuelle après 2 jours. Mais seul bagage, il faut qu'on connaisse que l'opération n'est pas à effet immédiat. Ça veut dire que le monde qui fait vasectomie aujourd'hui, il faut qu'il continue à protéger tête possible pour entrer en relation parce qu'il y a 3 mois ou bien 30 éjaculats. Donc, il faut qu'on éjacule, il faut qu'il voie, c'est on dit voie 30 fois avant que pour lui confirme et bien sûr la vie de notre famille dans 3 mois on a fait examiner les spermogrammes pour lui assurer nous que le liquide spermatique là après opération pas de spermatozoïde là-dedans encore et le ça on a entrer en relation sexuelle sans préservatif, sans protection. Dans l'intervalle, plusieurs dizaines d'hommes ont été sensibilisés par la campagne en faveur de la vasectomie. Qu'ils se soient fait vasectomiser ou qu'ils soient sur le point de le faire, les motifs des patients ne sont pas différents. Nous sommes peuplés et nous misérables. Ça peut aider en pile foyer, suspendre fait tout le monde. Parce que le plus qu'on gagne plus petit, c'est plus capable de dépenser. Il gagne moins de travail, il gagne moins centré et ça nous fait déjà, on a supposé prendre soin, mais pour nous prendre soin, il faut que nous suspendre faire l'autre, on est capable d'éduquer. Si pour certains, la vasectomie est perçue comme un acte d'amour et de bravoure qui n'a pas de prix, pour d'autres, une telle méthode porte à réfléchir. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.